Press In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Plus de 80 coups d'État en Afrique de 1960 à 2023. Quelles sont les raisons et les avantages qu'en tire l'Afrique ? La G5 Sahel, dans laquelle 4 de ces États sont déjà en pleine ébullition car leurs actuels présidents y sont parvenus par coup d'État. Enfin, le dépôt des candidatures à la députation provinciale qui a débuté ce matin de août 2023 à Kinshasa après la nationale. Est-ce une assurance sur l'effectivité des élections en décembre 2023 en RDC? C'est là les 3 sujets qui feront notre numéro Press-In d'aujourd'hui. Accompagné de José Katika et de Gilbert Ngonga, mes invités, c'est ensemble avec eux que nous allons passer ce petit moment. Bonjour à vous. Bonjour Madame Kandi. Bonjour Gilbert Ngonga. Bonjour Kandi Kisano Mungumata. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Alors, le premier sujet que nous allons déjà prendre là, c'est de 1960 à 2023. En Afrique, plus de 80 coups d'État. Par quoi se justifie cette pluie de coups d'État? Et pourquoi c'est plus en Afrique qu'ailleurs? Gilbert Ngonga. Merci, c'est pertinent cette question que vous posez. Alors, il faut d'abord commencer par ce qu'on appelle en politique les modes d'accession au pouvoir. Il y a plusieurs modes d'accession au pouvoir. C'est-à-dire, on peut accéder au pouvoir par les élections, par la négociation ou les dialogues, par succession, mais aussi par les coups d'État. C'est pour dire que les coups d'État fait partie des modes d'accession au pouvoir, principalement en Afrique. C'est-à-dire, si tu es fort plutôt militairement, tu peux renverser les présidents élus démocratiquement et s'asseoir sur les fauteuils présidentiels. Là, c'était une façon pour moi de planter les décors. Alors, pourquoi seulement en Afrique? Vous l'avez dit dans votre question, plus de 80 coups d'État depuis 1960 jusqu'en 2023. Et le plus récent, c'est au Niger. Nous allons d'ailleurs en parler. Alors, la raison, elle est connue de tous. C'est pas même la raison, les raisons sont connues de tous. La mégestion, n'est-ce pas, des présidents africains. Les présidents africains, avant d'accéder au pouvoir, promettent beaucoup de choses au peuple. Une fois au pouvoir, ils oublient les petits peuples. Là, c'est la première raison. Il y a des détournements au palais présidentiel, aux exécutifs de différents pays. Et du coup, il y a aussi ce qu'on appelle l'impunité au sommet de l'État. C'est la première raison. Deuxième raison, c'est la misère, la pauvreté du peuple africain de manière générale. Un peuple qui manque à manger ne va pas vous aimer par rapport à vos beaux discours, par rapport à vos phraseologies. Le peuple africain a besoin de 2 choses, le pain et la paix. C'est tout ce que nous avons besoin. Alors, quand le peuple manque et le pain et la paix, il va se révolter contre vous. Parce que la révolution, voilà, c'est aussi une forme d'accession au pouvoir. Un canal par lequel on peut accéder au pouvoir, la Révolution française. Vous voyez? Donc le peuple doit se soulever. Alors puisque le peuple est affamé, il ne sait pas se soulever seul. Voilà pourquoi il y a maintenant des généraux de l'armée qui préparent des coups d'État au niveau d'Afrique et prendre le pouvoir, essayer tant soit peu à leur niveau d'améliorer les conditions de vie du peuple africain. Donc ce sont là les raisons qui conduisent au coup d'État. Autre raison, c'est l'influence de la Russie, l'influence de l'Europe de manière générale. Aujourd'hui, on parle de néocolonialisme, une nouvelle forme de colonisation en Afrique. L'Afrique, elle est indépendante de manière générale sur papier. Mais en réalité, nous sommes toujours colonisés par la langue, par la monnaie et même par les dictats politiques des présidents européens sur nos propres présidents en Afrique ici.
Vous voyez, aujourd'hui, il y a une guerre entre la Russie, je ne vais pas entrer trop là parce que je sais que ça va venir, entre la Russie et la France qui a perdu son influence en Afrique, et la Russie veut maintenant imprimer sa marque en Afrique. Pour y arriver, il faut notamment passer par les coups d'État. Donc, ce sont là les raisons qui conduisent aux différents coups d'État auxquels nous avons assisté depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi seulement en Afrique? Pourquoi pas en Europe? Pourquoi pas aux États-Unis? Afrique, parce qu'il y a, en termes de gestion de nos présidents, en tout cas, le modèle à copier, les profils à copier, c'est en Europe et aux États-Unis et même en Asie. Parmi les continents que nous avons, l'Afrique est le tout dernier, le chèque de la classe, l'Afrique, à cause de la mégestion. Pourtant, en Afrique, il y a beaucoup de richesses. Mais comment les présidents africains n'arrivent pas à travailler sur l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais? C'est l'égoïsme, l'égocentrisme. Je suis au pouvoir d'abord pour mes propres intérêts et ensuite, je verrai ceux de la population. En réalité, ça ne devrait pas être le cas. Le chef d'État devrait d'abord et avant tout travailler pour les intérêts du peuple et ensuite leurs propres intérêts. Maintenant, ils vivent dans l'opulence, dans les meilleures conditions. Le peuple vit dans les très mauvaises conditions. Et il y a maintenant une différence, un écart qui se crée entre le peuple et les dirigeants. Vous voyez, en Afrique de manière générale, et en particulier en RDC, on n'a pas la classe moyenne. Soit tu es riche, soit tu es pauvre. La classe moyenne en RDC n'existe presque plus. Et là, ce sont des raisons valables, en tout cas que nous soutenons d'ailleurs, pour qu'il y ait des coups d'État dans différents pays africains et espérer au changement. Merci Gilbert Ngonga. La G5 qui compte 5 États, on a le Mali, on a le Burkina Faso, le Tchad, le Niger et la Mauritanie. 4 de ces États sont déjà tombés dans les coups d'État. Excusez-moi cette tautologie. Okay. Leurs présidents ont accédé par coup d'État. Est-ce qu'il y a une main qui serait derrière ce vent pour les aider à arriver à cette pensée, à réussir ce coup d'État et prendre... parce qu'il y a des coups d'État ratés, il faut le dire, mais après réussir un coup d'État et se placer à la tête du pays pour pouvoir le diriger? Oui, tout à fait. En fait, Madame Kandi, merci d'abord de nous inviter ici. J'aimerais d'abord commencer à faire un petit, je dirais, toilettage. Ce n'est pas une contradiction, mais plutôt un petit toilettage, bien sûr. Ouais. Et c'est que M. Gilbert a dit. Moi, je prends l'Afrique comme une zone non gouvernée et non contrôlée. Nous étions, selon les autres, pressés à avoir l'indépendance. Et le modèle copié n'était pas aussi un bon modèle, de par nos cultures, de par ce qui nous caractérise, nous, Africains. Okay. Est-ce que le système occidental que nous, Africains, avions copié, c'est le bon système ou le meilleur système? Non. Aujourd'hui, en sciences politiques, on dit... La science politique, c'est l'organisation d'un État global, c'est-à-dire du point de vue maximaliste et du point de vue minimaliste. Du point de vue maximaliste, là, on voit l'État ou les autorités qui répondent correctement aux besoins de la population. Okay. Du point de vue minimaliste, on analyse et on observe le comportement des dirigeants. Mais lorsque vous observez le comportement des dirigeants africains, vous allez comprendre que et le système et les dirigeants ne sont pas aussi à la hauteur pour répondre aux besoins de la population. C'est là naquit même le coup d'État que vous voyez aujourd'hui, que moi j'appelle le coup d'État démocratique, parce que ce sont des coups d'État que le peuple aime. Par exemple, au Burkina Faso, le président Ibrahima Traoré est aujourd'hui le président le plus aimé en Afrique, parce qu'il y a eu un coup d'État. Là, on peut bien dire, selon Kémy Séba d'ailleurs, j'encourage cette pensée, que c'est un coup d'État démocratique. Mais le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est l'instrumentalisation. Qui dirige l'Afrique? Et quelle est la main noire qui instrumentalise les présidents africains pour maintenir ces systèmes? Je vais aller avec une petite histoire après la guerre froide en 1991, lorsque le bloc capitaliste ou l'idéologie capitaliste a pris l'ampleur
au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique, il a fallu installer la puissance, l'hégémonie occidentale en Afrique. D'ailleurs, avec Mobutu, qui a géré l'Afrique francophone ou l'Afrique centrale pendant des années. Et au G5 Sahel, c'était la même chose avec la France. Et la France, aujourd'hui, parle de groupes terroristes qui met à mal la continuité de l'État ou des États de la région du Sahel. Mais c'est faux, c'est la France qui crée les groupes terroristes. C'est la main noire, d'ailleurs. C'est l'État qui instrumentalise les chefs d'État, surtout de cette zone, pour maintenir le système français dans cette zone-là. Mais les problèmes maintenant, c'est que les chefs d'État du G5 Sahel n'arrivent pas à répondre aux besoins de la population. Et c'est le mécontentement de la population du G5 Sahel, c'est ce qui fait de sorte qu'aujourd'hui, vous verrez des coups d'État au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, et tout ce qui va avec. C'est ça, en fait, le vrai problème. Est-ce que l'Afrique doit commencer à demeurer dans cette posture? Non. Ça doit cesser. On constate qu'il y a un nouveau vent. Il y a un nouveau vent de la libération de l'Afrique. Il y a un nouveau vent de la fin des néocolonialismes, parce qu'il faut qu'on se le dise. C'est un soulèvement de l'Afrique, c'est l'Afrique seule qui se lève, ou il y a une main derrière, il y a une force derrière qui accompagne les Africains? Oui, enfin, s'il y a un État qui accompagne les Africains, même si on doit parler de la Russie, mais il faut d'abord parler de l'Afrique. Parce que nous sommes maintenant conscients. Poutine était président de la Russie depuis où Poutine est président de la Russie. Ce n'est pas en 2023 que Poutine est devenu président de la Russie. C'est en 2023, 2022 ou 2021, je peux commencer en 2020, que le peuple africain commençait à avoir la confiance et la détermination de voir l'Afrique se libérer. Et là, on peut évoquer aussi la question de Poutine, parce que Poutine ou la Russie veut à tout prix aider l'Afrique. Moi, je dirais pas totalement aider, parce qu'il faut toujours avoir peur de ces gens. On ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière cette compassion, cet amour que Poutine porte peut-être à l'Afrique. Ça, on ne sait pas encore. Mais il faut qu'on parte d'abord de l'Afrique, de nous-mêmes, peuple africain. Est-ce que nous sommes prêts à être libérés? Parce qu'on a été colonisé depuis des années, depuis des siècles. Il y a encore un nouveau système de néocolonialisme qui continue toujours, surtout avec les dirigeants africains. Les Mindelendombe, comme les autres les appellent, les Mindelendombe, ce sont les colonisateurs en peau noire. Et maintenant, il faut s'en débarrasser. On n'a plus besoin d'eux. On a besoin des hommes capables d'intégrer l'Afrique dans le concert des nations. Des hommes qui parleront au nom de l'Afrique. Les hommes qui mettront l'intellect sur la table. Les ressources financières, enfin, d'engager l'Afrique et de faire sortir l'Afrique dans ses vases clos. Voilà. Alors, on va parler du général Tiani qui a renversé Mohamed Bazoum. Ça, on parle du Niger. Et il paraît que Mohamed Bazoum serait incarcéré. En détention. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles on l'a fait partir de... Mais lorsqu'on est dictateur, lorsqu'on n'arrive pas à bien gérer la chose publique, okay. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que vous serez humilié. C'est ça le vrai problème. Ça n'a pas commencé qu'au Faso. Au Mali, je m'en souviens bien, le président a été... Au Tchad, d'ailleurs, le président aussi a été... arrêté, mis en détention. Donc ça n'a pas commencé qu'au Faso. Ça a commencé aussi... C'est le mode opératoire. Voilà, c'est le mode opératoire. Voilà les concepts. Maintenant, le problème, les problèmes ne restent pas qu'aux détentions du président ou de l'ex-président. Mais le vrai problème, c'est que est-ce que le président là, qui sont en détention, ne sont pas en communication avec leurs pairs, qui les envoient coloniser l'Afrique une fois de plus? Non, mais il faut commencer à contrôler ce président. Moi, d'ailleurs, j'encouragerais ces généraux de contrôler ce président. Parce qu'il reste encore de marionnettes des Occidentaux. Et ces vents doivent continuer comme ça. On doit mettre fin au système oligarchique occidental en Afrique pour, bien sûr, aider l'Afrique à sortir, bien sûr, dans cet néocolonialisme. Le général Tiani serait-il plus compétent que Bazoum ?
Bon, Gilbert Ngonga. il y a une expression française qui dit que Parce c'est au que, pied du vois-tu, mur. c'est bien de détrôner, c'est bien de faire un coup d'État, surtout si celui qui est à la tête ne gère pas bien. Mais il faudrait que celui qui vient remplacer C'est ça le vrai problème. fasse Voilà bien pourquoi- mieux que celui qui était Voilà, avant. voilà pourquoi on dit la critique est aisée, l'art est difficile. On dit encore que c'est au pied du mur qu'on voit les mensonges. Cela voudrait dire on peut juger de la compétence d'une personne ou de quelqu'un qu'en le voyant travailler. Donc présentement, on ne sait pas répondre à cette question. Qui de deux sera meilleur en fait. Que l'autre, voilà. Voilà, les temps va en déterminer. On saura si le général Tiani fera mieux que son prédécesseur. Mais j'aimerais, si vous permettez, revenir sur ce que vient de dire mon très confrère Josué tout à l'heure. En fait, vous savez, je suis d'accord avec vous que l'indépendance de l'Afrique, de manière générale, a été tôt accordée, mais tard préparée. Maintenant, ce sont nous-mêmes qui ont poussé aux colonisateurs de quitter nos pays pour qu'ils rentrent dans leur pays d'origine. Je parle de la RDC, par exemple. La célèbre phrase... Excusez, je dois rappeler quelque chose. La célèbre phrase, comment? C'est-à-dire que, c'est celle que je viens de dire tantôt, l'indépendance de la RDC a été tard préparée, tôt accordée. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, nous vivions dans une souffrance terrible. Nous passions des moments atroces, horribles. Et ce sont ces moments-là qui nous ont conduits à réclamer ou à demander tôt l'indépendance parce que les cadres du pays n'étaient pas préparés. On avait à peine 5 ou 6 universitaires et qui géraient les entreprises de l'État. Ce sont des illettrés en fait, les gens qui n'ont pas fait l'école. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons les conséquences. Parce qu'il faut commencer par les nez du problème. Si aujourd'hui l'Afrique ne décolle pas, ne se développe pas, c'est aussi parce que les indépendances ont été tôt accordées. Et c'est la grande faute incombe aussi à nous-mêmes, Africains. Vous voyez? Et puis autre chose que mon très cher confrère Josué avait dit ici, que non, les coups d'État symbolisent la libération de l'Afrique. Pas du tout. En fait, les différents coups d'État auxquels nous assistons en Afrique ne sont pas synonymes de la libération de l'Afrique. C'est plutôt les synonymes de la libération, n'est-ce pas, de l'Afrique, de l'emprise de l'Europe. Nous serons maintenant dépendants, n'est-ce pas, du pouvoir russe. Donc, on quitte le point A pour le point B, mais la situation reste inchangée. C'est comme quelqu'un, en fait, vous avez 2 maîtres à la fois. Comme on l'avait dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Vous avez un maître à gauche et l'autre à droite. Mais vous voulez quitter la domination du premier maître pour aller sous la domination du deuxième maître. Mais ne devrons-nous pas reconnaître quand même que Russie fait carte sur table avec l'Afrique? La Russie fait carte sur table avec l'Afrique. On va mettre une pause. On va y revenir pour accorder la parole tout à fait. à Josué Katika. Madame Kanti, je crois que je l'avais dit tantôt ici. Dans mon argumentaire, je n'ai pas considéré la Russie comme le maître de la libération de l'Afrique. Voilà pourquoi je vitais même cette question, parce que j'ai considéré ici la Russie comme un autre colonisateur qui se cache d'ailleurs, dans la conception des choses, soi-disant de libérer l'Afrique. Moi, je ne suis pas dans cette conception des choses. Par contre, je parle de l'autodétermination du peuple africain. Parce que la Russie aujourd'hui, c'est comme la Chine. La Chine joue avec sa politique, en anglais on dit soft power, la puissance douce. La Chine peut venir ici et dire voilà, je vais vous aider dans un secteur bien déterminé. Est-ce que une aide a déjà aidé un État à se développer? C'est ça la grande question. Surtout, il faut pour te relancer, te compléter entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Oui, entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Mais moi, voilà pourquoi je parlais que de l'Afrique. La Russie, je considère la Russie comme un partenaire fiable. Un partenaire fiable parce que nous combattons la même chose, le même ennemi. C'est qui l'ennemi de l'Afrique et de la Russie? C'est justement le système occidental. Ce n'est ni la France, ni les États-Unis, c'est le système. Parce que on va continuer à collaborer avec ces États de manière gagnant-gagnant.
avec la Russie, ça sera le cas. La Russie met ses ressources financières sur la table et l'Afrique, parlons de la RDC, parce que moi, j'aime pas cette expression des partis inadaptés, France-Afrique ou Russie-Afrique. J'aime pas ça. Comment est-ce qu'un État peut faire face à tout un continent, à toute une Afrique? Oui, merci. Je ne comprends pas. Excusez, je ne comprends pas. Je reviens à ce que M. Gilbert avait dit. Je suis désolé. Je n'ai pas dit qu'on était pressé à avoir l'indépendance. Je n'ai pas dit. Par contre, je dis, les autres pensent qu'on était pressé d'avoir l'indépendance parce que c'était vraiment, c'était normal qu'on puisse avoir l'indépendance vu la situation parce qu'à l'époque, le vous était réservé qu'aux Blancs. Le vous, à manger, à boire, étudier dans des écoles luxueuses, dans des écoles de haute qualité, c'était réservé aux Blancs. On ne pouvait plus rester dans cette logique. Voilà pourquoi je disais, ce n'était pas de manière précipitée. Par contre, c'était les moments pour avoir notre indépendance et commencer à gouverner l'Afrique. Peu importe la manière de gouverner, peu importe la manière de gérer, je crois que tôt ou tard, l'Afrique va prendre le relais pour bien sûr. Je peux répondre maintenant à votre question, si le général Tchani sera à mesure. Je vais commencer par répondre. Vous savez, il y a eu coup d'État au Mali. Qu'est-ce qui a changé au Mali? Presque rien du tout. Au Tchad, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à maintenant, la situation dans tous ces pays-là reste inchangée. Voilà pourquoi ça me fait croire que même au Niger, ce coup d'État ne produira pas des fruits attendus, escomptés, n'est-ce pas? Quelles sont les raisons? Les raisons sont simples. Je vais commencer par prendre les précédents coups d'État. Je parle du Mali, je parle du Tchad. Je me retrouve, je vois que la situation politique, les conditions de vie du peuple dans ces pays-là ne sont pas améliorées après les coups d'État. Voilà pourquoi nous devons chercher notre propre libération. La libération de l'Afrique ne peut pas passer par la Russie. Vous voyez, si bien que tu n'as pas cité la Russie directement, mais c'est un secret connu de tout le monde. Donc, la Russie est derrière les coups d'État en Afrique. Je l'avais dit. Moi, je ne suis pas d'accord. D'accord. Mais moi, je pense que la Russie est derrière tous les coups d'État. Peut-être pas forcément derrière, mais un soutien. Mais Madame Kandi, moi, je m'inscris en faux. Je se permettais. J'achève ma petite réflexion. Regardez. La France avait très longtemps une forte influence en Afrique. Exact. La France a colonisé beaucoup de pays en Afrique. Les francs CFA, avec la France-Afrique. Voilà, avec France-Afrique, les francs CFA, c'est presque partout. Maintenant, la France n'est plus acceptée par le peuple africain de manière générale. Vous voyez, il y a des exceptions. Hein. Je parle de manière générale. La France n'est plus acceptée comme avant en Afrique. Et le pays qui travaille pour que la France ne soit pas acceptée en Afrique comme hier, c'est la Russie. Alors, pour chasser totalement, pour supprimer l'influence de la France en Afrique, il faut commencer par chasser certains présidents qui travaillent pour le compte de la France et mettre à la tête de ces pays-là des militaires. Et ces militaires travaillent pour le compte de la Russie. Voilà pourquoi je suis de ceux qui pensent que la libération de l'Afrique ne peut pas venir de Poutine. La libération de l'Afrique doit venir de nous-mêmes. Parce que là, on va quitter la domination française pour la domination russe. Donc, c'est comme qui dirait résoudre un problème en aggravant un autre. Déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Nous devons chercher la solution nous-mêmes. Et les problèmes de l'Afrique, c'est les problèmes d'hommes. C'est les problèmes de mentalité. La corruption qui a une peau dure sur notre corps. C'est tout ça les problèmes de l'Afrique. Les maux qui rongent l'Afrique. Nous devons commencer par les nez du problème, identifier les problèmes et trouver des solutions adéquates pour que ces problèmes n'existent plus. C'est ça les problèmes, Madame Kandi Kisanoumongomata. Madame Kandi, on va clore ce sujet très bientôt. Madame Kandi, je vais rencontrer d'abord la pensée de M. Gilbert. Le fait de dire que M. Poutine ou la Russie est derrière
est derrière le coup d'État, surtout dans le G5 Sahel. Moi, je m'inscris en faux. Pourquoi? Parce que lorsque vous observez la géopolitique du monde ou la politique étrangère russe, vous allez comprendre que dans l'histoire de la Russie n'a jamais imposé un certain pouvoir, une certaine hégémonie à un État tiers du monde. Ça n'a jamais existé. Par contre, la Russie travaille en symbiose avec les États qui pensent au bien-être. Je ne voulais pas défendre la Russie ici, mais je m'aimerais quand même rencontrer ses pensées, ou sa pensée. La Russie travaille en symbiose avec les États qui pensent au bien-être de leur nation ou de leur pays. Je donnerai des exemples de la Biélorussie avec Alexandre Loukachenko, que la Russie ne contrôle pas, que Poutine ne contrôle pas, mais Biélorussie, c'est un État indépendant qui travaille en collaboration avec la Russie de manière gagnant-gagnant. C'est ce que moi je parle ici. Nous, la coopération entre l'Afrique et la Russie, ou le Congo, parce que je suis congolais, entre la RDC et la Russie, doit être une coopération basée sur l'équilibre. Et lorsque vous dites que c'est Poutine qui instrumentalise, qui aide, bien sûr, les généraux, surtout les G5 Sahel, à faire des coups d'État, j'ai dit c'est faux. C'est par rapport aux revendications du peuple. Est-ce que le peuple n'est-il pas fatigué? Oui, le peuple ne serait pas fatigué, mobiliser qui peut les aider, mais en même temps ceux qui viennent pour faire ce coup d'État, pour aider le peuple, être soutenu par la Russie, c'est impossible non plus. Ce n'est pas un problème. La Russie, depuis la guerre froide, la Russie a toujours collaboré avec certains États africains. Et ça n'a pas changé. Les États-Unis, la France, donc l'Occident dans son ensemble, en tout cas aujourd'hui, on ne peut plus continuer à parler des Occidentaux ou de la politique étrangère occidentale en Afrique, parce que ça a causé un grand problème en Afrique. On a vu des coups d'État, des multiplications de groupes terroristes, et ça, cette pratique a mis à mal la continuité de l'État ou l'organisation de certains États africains. Par exemple, je prends l'exemple le plus probant, l'exemple ici, la RDC, à l'est de la République démocratique du Congo. La guerre à l'est sont des sociétés multinationales américaines, françaises. Vous ne verrez pas une société multinationale russe. Je le dis. Vous ne verrez pas une société multinationale. À l'époque, là on parlait encore de la guerre, lorsque la guerre était encore chaude, vous ne verrez pas une société multinationale chinoise. Mais aujourd'hui, c'est quand même le cas. Mais la Russie, c'est un partenaire privilégié des États africains. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, je répète encore, on combat le même ennemi. C'est qui l'ennemi? C'est le système occidental dont nous propose l'homosexualité. Donc il n'y a aucun mal qu'on puisse s'allier à la Russie. Non, il n'y a pas un problème. Il n'y a aucun mal. Regardez, je suis pour vous rencontrer un peu. Regardez. Okay. Vous savez, les États sont des monstres froids. Ça, je le sais. Les États sont des monstres froids. Ça, je le sais. Entre les États, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a que des intérêts. Exact. Quand tu parles de la coopération gagnant-gagnant entre la Russie et l'Afrique de manière générale, en fait, ça, c'est du bluff. C'est du mensonge, en fait. En fait, je prends un exemple. Ce sont des théories que nous voulons que ça soit. Voilà. Ce sont des théories. C'est un souhait. Mais là, regardez là où je vais t'amener. Ok. Nous avons, la RDC a signé un contrat, ce qu'on appelle un contrat du siècle entre la Chine nous et la Chine. Exact. C'était un contrat gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Où en sommes-nous avec ces contrats? Nous avons perdu des milliards. Parce qu'il était prévu dans ces contrats-là que la Chine construisent notamment 145 centres de santé en raison des 145 territoires que nous avons en RDC. Posons-nous la question, à qui la faute? À Kinshasa, ils ont réhabilité les boulevards du 30 juin, la construction de l'hôpital du cinquantenaire. Madame Kondi, est-ce qu'il y a eu le suivi? Il y a eu un écart entre ce qui devrait être fait et ce qui s'est fait. Voilà pourquoi on a tous demandé la reconsidération de l'accord signé entre nous et les entreprises chinoises. Donc, quand on parle du contrat gagnant-gagnant, ça reste sur papier. La réalité est autre, en fait. Mais nous avons signé des contrats avec le Rwanda. C'est même la raison pour laquelle Fortuna Bisselel a été comment dirais-je, arrêté ou condamné, voilà. Parce qu'il a fait une déclaration choc que le chef de l'État avait signé des contrats win-win avec le Rwanda.
Win-win, ça veut dire quoi? 50-50, gagnant-gagnant. Mais où en sommes nous avec les différents contrats signés avec les Monsieur Rwandais? Julbert. C'est pour dire quoi? Monsieur C'est pour dire quoi? Madame Kandi. Juste par Madame, là, ok. juste par Madame là, Kandi, c'est- je dois quand quand même, prends- je dois quand même rectifier Non, quelque je chose. juste par là. Ok. Juste par là. Ok. Quand je prends Toucher tous le ces dernier exemples-là, sujet. c'est pour te faire comprendre que la coopération gagnant-gagnant dont tu fais allusion ne va pas produire à quelque chose. Ça restera sur papier. On sera les plus perdants. Moi, je suis par contre convaincu. Je suis vraiment convaincu que si l'Afrique, bien sûr, arrive à prendre des décisions unilatérales, je dis bien les décisions unilatérales, qui doivent, les décisions bien sûr, engager l'Afrique dans une certaine manière. Parce que lorsque je parle de coopération gagnant-gagnant, je ne dis pas c'est ce qui est. Moi, je parle de ce qui doit être. Tu estimes? J'estime. En tout cas, je sais. Je parle de ce qui s'est fait. En fait, c'est ce qui se fait. Ce qui se fait, c'est connu. Ça, c'est connu qu'il y a une coopération gagnant-perdant. Ça, on le sait. Non, mais après, Excusez. il ne faudrait pas accorder à Poutine le bénéfice du doute. Peut-être que lui viendra faire Il différemment. peut faire les Voilà pourquoi j'ai dit, Non. on connaît déjà le système des Occidentaux. On connaît les systèmes des Asiatiques. On connaît les systèmes, en fait, depuis la fin de la guerre froide, je l'ai dit. Depuis la fin de la guerre froide, nous étions comme une zone contrôlée par les deux pôles. Le bloc capitaliste et le bloc communiste, malgré il y avait aussi les États non alignés. Mais est-ce que l'Afrique a bénéficié de cette coopération? Est-ce que l'Afrique a bénéficié de cette coopération? Mais nous disons, si aujourd'hui on doit choisir un partenaire privilégié, notre coopération doit être basée sur le principe de base, le principe gagnant-gagnant, pas gagnant-perdant. J'ai toujours dit l'Afrique a un problème de système et un problème d'hommes. Mais si aujourd'hui nous avons quatre généraux qui aujourd'hui se considèrent comme le libérateur de l'Afrique dans une certaine manière, je ne dis pas que le coup d'État libère totalement l'Afrique, non. C'est un chemin. Mais non seulement un chemin par lequel on peut y arriver, le peuple se décide se débarrasser des dictateurs, des colonisateurs en peau noire. Il faut qu'on se dise c'est un coup d'État démocratiquement. Enfin, un coup d'État démocratique et voulu par le peuple. Bon, voilà, on va quand même mettre un point sur ce sujet. Certainement qu'on aura l'opportunité de se retrouver pour rediscuter là-dessus. Maintenant, on va soulever celui de la candidature à la députation provinciale qui a commencé ce matin. Est-ce que c'est... D'abord, on a eu la candidature députés nationaux. Et maintenant, c'est les provinciaux. Ça a commencé aujourd'hui. Est-ce que c'est une façon de nous confirmer qu'effectivement, en décembre 2023, nous allons avoir les élections? Gilbert Ngonga. Oui, je reprends la question, mais j'aimerais préciser une chose, c'est que les coups d'État démocratiques n'existent pas. En fait. Démocratiquement, c'est quoi la démocratie? Mais il faut d'abord définir la démocratie. Je donnerai par contre une définition simple, succincte. Le pouvoir de peuple, on dit comment? Le pouvoir de peuple par le peuple pour le peuple. Et lorsque le peuple accepte déjà le coup d'État, on suppose, je suppose pas, je le dis en toute pertinence, que c'est un coup d'État démocratique. Voilà, ça n'engage que toi, Mais regardez, quand on parle de la démocratie... Oui, je réponds à la question. Quand on parle de la démocratie fait allusion à la liberté d'expression. Non, je résume d'abord. Et tout ça, c'est ça ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie, c'est aussi vivre dans les meilleures conditions. Voilà, parce que les concepts évoluent. Vous voyez, quand on parle, il ne faut pas seulement voir le pouvoir du peuple par le peuple. Ça, c'est les faits. Non, je vais donner une définition simple. Regardez, qui peut nous aider. Qui peut nous aider. Parce qu'aujourd'hui, si vous décidez. Souffrez que je parle un peu. D'accord, je souffre. Le peuple qui croupit dans la misère, dans la souffrance totale, a besoin d'être libéré, mais pas par les coups d'État. Les coups d'État, je dis ça à la première prise de parole. Mais écoutez, il y a plusieurs modes d'ascension au pouvoir. Je les ai cités, élections, révolution, succession. Mais si les élections n'aident pas... Les coups d'État font partie, n'est-ce pas, des modes d'ascension au pouvoir. Exact. Mais cependant, le coup d'État n'est pas un moyen démocratique d'accéder au pouvoir. Parce que là, vous prenez le pouvoir par la force.
On ne vous l'a pas confié. Mais quand vous êtes élu, vous êtes redevable envers la population qui vous a donné l'impérium, le pouvoir. Mais quand vous faites les coups d'État, c'est-à-dire vous ne dépendez pas du peuple, vous dépendez de celui qui vous a aidé à faire ce coup d'État. Voilà pourquoi je conclus que le coup d'État n'est pas un moyen démocratique pour accéder au pouvoir. Alors pour répondre à la question, je vais faire un toilettage. Non. Écoutez Madame Kandi, vous savez, j'ai compris une chose finalement. Le pouvoir en place est en train de distraire l'opposition. Et c'est une stratégie qui marche. Le pouvoir fait croire à l'opposition qu'il n'y aura pas élection. Alors que les élections peuvent avoir lieu aux dates prévues par le calendrier électoral. Peuvent ou pas aussi. Oui, en fait, je vais souffler le chaud et le froid. Je commence d'abord par le premier côté. Il y aura élection parce que je suivis le président de la CENI, Denis Kadima, qui rassure, une fois de plus, sur l'organisation des élections à la date prévue par la Constitution. Mais ça ne serait pas la première fois qu'une ça ne sera pas la première fois. Disent une chose tout et à ne fait. le fassent pas. Là, nous sommes d'accord. Ouais. Mais il a tellement rassuré que ça commence à me donner l'impression qu'il y aura élection. Cependant, il y a des contraintes budgétaires et sécuritaires qu'il a posées. Mais le gouvernement est en train de mettre la main dans la poche pour soutenir ou financer les élections afin qu'elles puissent avoir lieu à la date prévue. Parce qu'en Afrique et en RDC, si un président de la République veut glisser, il serait mieux qu'il glisse, n'est-ce pas, au deuxième mandat, au lieu de glisser au premier mandat. Parce que glisser au premier mandat vous fera perdre l'électorat, une partie de l'électorat congolais. Donc, au premier mandat, tu fais mieux. Au deuxième mandat, tu peux montrer tes griffes. Vous voyez? Alors, les élections peuvent avoir lieu par rapport à tout ce que j'ai dit, les assurances du gouvernement qui finance les élections, mais aussi les assurances données par le chef de la centrale électorale de Nikadima, qui ne cesse nuit et jour de nous rassurer qu'il y aura élection. Mais maintenant, l'opposition, d'après les informations qu'elle a, il n'y aura pas élection. Donc, il faut aller par le dialogue. Le dialogue qui aboutira à la mise en place d'un gouvernement de large union nationale dans lequel on trouvera les membres de l'opposition, de la société civile, mais aussi du gouvernement, des pouvoirs en place. Maintenant, s'il n'y a pas élection, l'opposition va beaucoup perdre. Parce que l'opposition est en train de désorienter ses électeurs. Je commence par Fayoulou. Fayoulou qui a pris la décision de manière unilatérale de ne pas aligner les candidats ni à la députation nationale, ni à la députation provinciale. Alors que pour la députation nationale, la CENI a déjà clôturé les dépôts de candidatures. FCC de Kabila, Martin Fayoulou avec son SID n'ont pas aligné des candidats de manière officielle. Vous voyez? Donc là, c'est une politique de la chaise vide qui profite au régime Tshisekedi. Et puis, autre chose, c'est que moi, je suis un peu surpris du comportement de l'opposition. Vaut mieux aligner des candidats. S'il y a élection, tant mieux. S'il n'y a pas élection, tant pis, nous irons au dialogue. Au lieu de prendre des décisions, parce que là, c'est en leur défaveur. Et tu sais qu'elle dit, je l'ai dit et je le répète, à la victoire dans sa poche parce que l'opposition est désorganisée plutôt. Il y a une désorganisation organisée au sein de l'opposition qui, chacun a son agenda, chacun a sa vision et tout. Ils ne se mettront jamais d'accord. Alors, les contraintes sécuritaires, voici ce qui me fait croire qu'il y aura élection. Parce que nous avons un cas de jurisprudence. Parce que la jurisprudence, c'est aussi l'une des sources du droit. En 2018, on a organisé les élections. Est-ce que l'ensemble du pays avait voté? Mais non. Beni Boutembo, il n'y avait pas élection dans ces territoires-là, dans ces coins de la République. Donc, on peut partir de 2018 pour dire que puisqu'il y a guerre au Nord Kivu, ce n'est pas aussi tout Nord Kivu. Il y a des territoires bien précis où il y a quelques poches d'insécurité. On peut les priver des élections. Et dans d'autres espaces où il y a un semblant de paix, la population peut voter pour renouveler la classe politique. Cela ne sera pas une fois de plus des élections non équilibrées? Non, mais en Afrique, les élections sont toujours chaotiques, non crédibles, non transparentes. Là, c'est du déjà connu. Moi, je vous avais dit une fois ici sur ce plateau que même si on mettait Jésus-Christ, n'est-ce pas, à la tête de la CENI, après la publication des résultats en Afrique, il y aura contestation. Donc même si on mettait Martin Fayoulou lui-même, opposant, issu de l'opposition, et que Martin Fayoulou publie, élu président de la République,
Tshisekedi, Moïse Katumbi qui est aussi dans l'opposition va contredire Martin Fayulu. Donc il y a à boire et à manger. Donc nous pensons que les élections peuvent avoir lieu, tout comme non. Mais à la ligne où vont les choses, je commence à croire un tout petit peu qu'il y aurait élection et que c'est une stratégie mise en place par les régimes actuels pour distraire l'opposition politique. À quelques mois des élections, José Katika, pensez-vous que l'opposition finira par se choisir un candidat unique? Merci Madame Kandi. J'aimerais d'abord faire un petit toilettage, même quelques secondes, en disant juste deux phrases. Deux phrases. Ouais. Sur deux quel phrases. sujet? On parle du G5 Sahel. Non. Je parle de coup d'État. Excusez, je vais revenir. Je sais. Dans la province, Je sais. La députation provinciale. Je sais. Gardez J'aimerais dire quelque chose. Gardez ce toilettage pour demain parce que certainement nous allons revenir sur ce sujet parce que je sens que là les mots vous sont serrés dans la gorge, vous avez des choses à dire, il a encore des choses à dire, j'ai moi-même des choses à dire. Malheureusement je suis en train de poser les questions, pas de problème. Je vous ressens comme invité, donc réagissez par rapport à la députation. On a plus pas de de problème, mais je considère que les coups d'État sont démocratiques en fait. Allez-y, en Afrique parce que le peuple sont d'accord. Prenez la députation. Voilà. On parle des processus électoraux. Parce que... Je parlais de l'opposition. À quelques mois des élections, pensez-vous que l'opposition peut avoir un candidat unique? Mais j'ai comme l'impression, lorsque M. Gilbert parlait, il faisait seulement allusion à M. Martin Fayulu. Il n'y a pas qu'un seul opposant au Congo. C'est l'exemple que j'ai pris parmi tant d'autres. Oui, je sais. Il y a Matata Mponyo qui... Son parti a déjà déposé les candidatures, si je peux dire, sa candidature. Il ne sera jamais président, on le sait déjà. Il ne sera jamais président, ça selon vous. Je sais qu'il va déposer sa candidature. Certainement pas en 2023. Il y a Moïse Katumbi, il y a son parti qui dépose aussi sa candidature. Un tout petit peu. Il y a Sesanga qui... Voilà, donc ne résume pas l'absence de l'opposition dans le processus électoral en se référant sûrement ou seulement à Martin Fayulu. Mais par contre, il faut dire que est-ce qu'il y aura les élections en 2023, le 20 décembre? C'est ça la plus grande question. Est-ce que la CENI est prête pour organiser les élections du point de vue financier et tout ça? Partant de Kadima, oui, parce qu'il confirme qu'effectivement, on organise les élections pas en faisant le discours, parce qu'il y a eu d'abord des discours contradictoires au début, de par les ressources financières, il fallait qu'on puisse financer. Tout ça, ça pose un problème. Moi, je m'inscris dans la logique où, s'il n'y a pas les élections, qu'est-ce qu'on peut attendre? Il y aura une crise post-électorale. Martin Fayulu, on ne peut pas quand même négliger Martin Fayulu. Il y a M. Kabila, les FCC, qui, les deux opposants, n'iront pas aux élections. C'est déjà un grand problème, un grand danger, surtout dans le système politique de la RDC. Parce qu'on sait bien que les élections que M. Gilbert parle, c'est les élections à la congolaise. C'est les élections à la congolaise qui sont non inclusives et qui ne sont pas transparentes. On va publier candidat qui ne sera pas élu. En 2018, on a constaté ça. M. Gilbert, part de la contestation. Mais par contre, lorsque le peuple conteste un candidat proclamé par la CENI, c'est par rapport à la volonté. La CENI n'a pas exprimé ou n'a pas donné le résultat issu de la volonté du peuple. C'est là où pose un problème. Et c'était quoi la volonté du peuple selon vous? La volonté du peuple, selon les experts, c'était Martin Fayulu. Okay. Les Occidentaux, les États occidentaux, on parle de Martin Fayulu, l'Église catholique. Il y a certains même collaborateurs de M. Félix qui travaillent aujourd'hui avec M. Félix qui avaient confirmé la réussite ou la victoire de M. Martin Fayulu. Mais maintenant que nous n'avons pas Fayulu et son parti, nous n'avons pas Kabila. Mais il y a quand même les opposants. Je vous ai cité Denis Sesanga, je vous ai cité tous ces gens qui iront sûrement aux élections. Ma question était de savoir sur le reste des opposants que nous avons, aurons-nous un candidat unique? Un candidat unique, là il faut reconnaître ce sont les enjeux, séparés chacun dans son coin ne pèse pas suffisamment face au gouvernement. Ce sont les enjeux, mais on doit attendre les moments parce que actuellement on peut analyser, on peut tout dire. On en a connu en 2018. M. Kabila, nous tous on savait que son dauphin c'était Chadari. Finalement, la posture a changé en Genève. On avait choisi un seul candidat, M. Félix et Kamere s'est retiré de
Se retirer de cet accord. Et il faut dire que si on doit commencer à analyser maintenant en disant que Martin Fayoulou a fui ou M. Martin Fayoulou a carrément rejeté tout ce que fait M. Kadima pour les élections, il peut avoir une partie des raisons. Pourquoi? Parce que lui, il veut des élections transparentes, des élections que tout le monde, tout le peuple congolais, tous les opposants seront d'accord et accepter les élections acceptées par tous. Mais c'est ce que monsieur Martin Fayoulou veut. Et la partie quelle partie encore une partie prenante, l'FCC. L'FCC veut aussi les organisations des élections, mais qu'on puisse revoir surtout la composition de la CENI. Et ça... Aujourd'hui, il y avait déjà le débit, je constate que le débit des dépôts des candidatures pour les députés provinciaux, tout ça, on appelle ça le processus électoral. Ça ne nous rassure pas qu'il y aura les élections, parce que tout a été mis en place pour recevoir les candidatures. Mais est-ce que cela influence ou cela confirme l'hypothèse selon laquelle il y aura les élections? C'est ça en fait la plus grande question. Voilà, je crois que c'est sur l'intervention de José Katika que nous allons clore. Non, j'aimerais, si vous permettez, dans peu de temps juste. 30 secondes. Par rapport à la question que vous avez posée à mon très cher ami ici, Josué, en fait, les opposants ne se mettront pas d'accord. Nous avons un cas de jurisprudence pour avoir un candidat unique. En 2018, accord de Genève, en Suisse, voilà, Martin Fayoulou et consorts, ils ont signé un accord pour soutenir tous Martin Fayoulou comme candidat unique de l'opposition. Aussitôt, on a vu Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi qui se sont retirés de l'accord pour signer un nouveau accord qu'on appelle accord de Nairobi. Accord qui fait de Tshisekedi président, Vital Kamerhe premier ministre. Et les accords qu'on n'a jamais lus. Qu'on n'a jamais lus, oui, mais ces accords ont été reconsidérés en fait. Parce qu'en 2023, en réalité, Vital Kamerhe devrait être porté à la magistrature suprême pour être soutenu par Tshisekedi et son parti. Mais ce qui n'était pas le cas de pour dire que les opposants se mettent d'accord que quand il faut, quand il faut se séparer. Déjà, Moïse Katoum avait fait une déclaration à l'époque, je crois, en France 24. Il avait dit « Je ne peux jamais me désister en faveur d'un autre candidat pour la magistrature suprême. » Et je ne vois pas Martin Fayoulou se désister pour Moïse Katoum. Je ne vois pas Matata Ponyo, qui, c'est sa première expérience électorale à la présidentielle, bien sûr, j'insiste, il ne va pas se désister pour Martin Fayoulou. Je ne vois pas Délice Sanga, qui a postulé et à la députation nationale, et qui va postuler peut-être à la présidentielle, se désister en faveur, je ne sais pas, de Martin Fayoulou. C'est pour vous répondre que ce n'est pas impossible, mais c'est difficile que les opposants se mettent d'accord, et ça sera à leur défaveur. Je mérite quand même ajouter quelque chose parce qu'au début, au début, M. Gilbert avait dit, 10 secondes, M. Gilbert avait dit, M. Félix a déjà une victoire dans sa peau, c'est faux. Parce que c'est le peuple, là, vous représentez le peuple ou quoi? Parce que c'est le peuple qui va décider. Est-ce que le peuple est d'accord du fait que M. Félix soit conduit au deuxième quinquennat? C'est ça en fait l'application. Est-ce que le peuple n'est pas d'accord? Non, le peuple n'est pas d'accord. Vous regardez la vie sociale du Congolais, l'insécurité, la situation. Voici ce qui prouve que Tshisekedi sera réélu. 1. Tshisekedi a le contrôle de la CENI. Ah ok, 2. vous parlez. Tshisekedi a le contrôle de la Cour constitutionnelle. Vous parlez de. 3. Tshisekedi a le contrôle du Parlement. 4. Tshisekedi a le contrôle des assemblées provinciales. Par conséquent, il a la victoire dans sa poche et il a l'adhésion d'une partie. Mais ça c'est une théorie. Parce que Kadima, je me souviens bien, Corneille Nanga était aussi avec Kabila à l'époque. On allait par contre proclamer. C'est une hypothèse. D'accord. Ça reste. Qu'il est difficile de gérer deux grandes têtes comme vous. Merci d'avoir répondu présent à cette émission. Est-ce que le vent qui souffle dans le G5 au Sahel va gagner toute l'Afrique? C'est une question que nous nous posons. Est-ce que la procédure électorale en RDC arrivera à sa fin? Aurons-nous les élections en décembre 2023? C'est une autre question que nous nous posons. Aurons-nous un candidat unique à l'opposition? Félix Tshisekedi a-t-il déjà remporté les élections du mandat prochain? Pas encore. Ça, ce sont les questions que nous nous posons dans ce numéro Pressine. Bonsoir chez vous, chers auditeurs. Nous nous retrouvons demain pour un autre numéro. Presse In. Le peuple est d'accord. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous